c'est Jordan Dozébrier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie de Maïté et d'Alexandre. Maïté et Alexandre ont créé leur concept de... Flottaison. Ouais. Concept de cocon flottaison ou... Espace de flottaison. Espace de flottaison, ouais. Donc vous allez nous expliquer un peu plus ce concept tout à l'heure. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire ? Moi j'ai fait des études d'anthropologie, plutôt spécialisée dans la santé, donc les différentes pratiques de soins, traditionnelles ou un peu moins traditionnelles. J'ai aussi étudié à San Francisco ce qu'on appelle des médecines douces. Et aussi je me suis formée à la sophrologie. Tu es toujours en train de faire tes études ? Je suis en train de terminer. Tu es en train de terminer, d'accord. Donc c'est pour bientôt ? C'est pour bientôt. J'ai fini mes études de master à l'université et là je termine mon cursus de sophrologie. Ok. Voilà. Et moi je suis designer. Ouais. J'ai fait l'ENSI et les ateliers. Et du coup je me suis intéressé dans mes études à comment le design pouvait s'intéresser à tout ce qui était spiritualité, mais au regard de la science en fait. C'était notamment le sujet de mon mémoire. Ouais. C'était face à ce qu'on découvre de ces pratiques spirituelles, de conscience modifiée, tout ça, comment ça peut être un matériau à rendre accessible. En fait. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu brièvement de votre concept ? Alors en gros, la flottaison, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est pas nouveau, ça date des années 50. À la base, c'était un dispositif d'études scientifiques sur la conscience. Un neuroscientifique se posait la question, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a aucun stimuli extérieur ? Donc il a mis au point, après plusieurs tentatives, ce qu'on appelle un caisson avec de l'eau très très salée, qui faisait que les personnes étaient portées de manière à atténuer le stimuli tactile. L'eau était aussi à température du corps. Et dans ce caisson, il n'y avait ni bruit, ni lumière, ni la moindre stimulation. Il voulait savoir ce qui se passait. Et finalement, les personnes rapportaient vraiment des expériences de grande relaxation, voire de grande connexion avec elles-mêmes. Et avec ces résultats, l'industrie du bien-être s'en est emparée, comme en tant qu'outil anti-stress ultime, et a développé tout un tas de ce qu'on appelle des pods, des float rooms, qui sont en fait des dispositifs où il y a de l'eau très salée dans un environnement où il n'y a pas de son, où l'insonorisation est correcte, voilà, c'est ça. Et du coup, nous, on s'est rendu compte que ça marchait de mieux en mieux au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et qu'en France, c'était un peu c'était inconnu, quoi. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire au niveau du projet, que ce soit au niveau de la pédagogie, c'est-à-dire apprendre à utiliser cet outil. Il y a plein de choses à faire autour. Moi, je le vois vraiment comme un outil en tant que sophrologue, parce qu'on travaille dans un état, on va dire, de conscience modifié, qu'on appelle sophroliminal en sophrologie, mais qu'on retrouve dans le caisson. C'est-à-dire que le fait d'avoir aucun stimuli extérieur et d'être dans un état de relaxation profonde nous emmène petit à petit dans un état de conscience modifié, très proche de l'état méditatif, de manière confortable, facilitée. Donc Alexandre vous en dira plus sur tout le produit, tout le design, parce que c'est lui qui s'en occupe. Parce que voilà, en fait, en plus du service, d'innover sur le service, de l'utiliser comme une plateforme, on a vraiment repensé tout le design du produit. On a été écouter les fabricants à l'étranger, ceux qui géraient aussi d'autres centres dans les autres pays, et du coup, pour savoir qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui était amélioré. Du coup, on a créé cette cabine de flottaison qui incorpore tout et qui peut s'installer justement facilement n'importe où, que ce soit sur un lieu de travail, que ce soit dans un centre sportif, voilà, pour vraiment donner accès à cet état. Et comment est-ce que vous avez découvert ça ? À la base, en fait, j'avais travaillé il y a 4 ans dans un centre de recherche, le CEA de Grenoble, et je travaillais avec des scientifiques qui fabriquaient des capteurs cérébraux. Et mon projet, c'était de créer, plutôt que essayer d'interagir avec son ordinateur, plutôt d'interagir avec soi-même et de faire de la méditation augmentée, en fait. Et du coup, pendant mes recherches, voilà, justement, j'étais tombé sur ces questions d'isolation sensorielle.
Et ça m'avait fasciné, je me suis dit, ça existe déjà, ce genre d'outil. J'ai envie d'essayer. Et sauf que c'était juste resté dans un coin de ma tête. Et en fait, en rencontrant Maïté 2 ans après, il y a 2 ans, elle était aussi fascinée que moi. Et du coup, on a voulu tester ça. On est parti à Londres pour essayer. Ouais. Et voilà où on a flotté la première fois. Et alors? Donc on avait plusieurs séances à des heures différentes pour tester l'effet de la journée aussi. Le fait d'être porté complètement, c'est quelque chose qui est très rare, qui est unique, vraiment une sensation d'apesanteur qu'on n'a jamais ressentie nulle part ailleurs. Parce que quand on est petit, on est porté, mais il y a toujours des points de pression. Alors que là, c'est comme si on avait un matelas qui était ajusté à chaque petite cellule, quoi. Et c'est vraiment... cette sensation d'être porté, c'était génial, déjà. Et ensuite, au niveau de tout ce qui se passe après, chaque expérience était totalement différente. Je dirais même chaque minute est différente. Enfin, c'est comme si on créait soi-même son clip musical. Enfin, dans le sens où on est observateur de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est vraiment un super moment pour la créativité, pour l'introspection, pour se reconnecter avec soi, Ça a été ton cas toi aussi? T'as ressenti exactement ça? Ouais. Puis justement aussi, j'ai vu tout le potentiel qu'il y avait par rapport au rêve lucide. Ouais. Parce que vraiment, on rentre dans un état proche du rêve, et on reste conscient en fait, parce que on est plongé dans le même état au moment où on s'endort en fait, là où on a des images, des idées qui apparaissent, c'est cet état qui est prolongé pendant la flottaison. Donc après, on en fait ce qu'on veut, on peut réfléchir, on peut méditer. C'est ça que j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel vraiment à développer. En fait, c'est un peu une co-création dans le sens où on a un environnement porteur, mais après, l'expérience, elle dépend de soi, c'est-à-dire de son schéma de pensée. Soit on décide de méditer, soit on décide au contraire se laisser porter complètement par ses pensées, soit au contraire on décide d'agir avec ses pensées pour son bien-être, pour le soin. Donc c'est un environnement facilitant, mais après on est responsable de ce qu'on y fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça va être le sujet de mon autre question. Tu me parlais tout à l'heure de rêve. Alors comment est-ce que vous avez fait pour faire passer cette idée du rêve à la réalité? Quelle est la première chose justement quelle est la première chose que vous avez faite pour faire naître ce projet? Alors, il faut savoir que quand on est sorti de nos expériences de flottaison à Londres, on était vraiment boostés. C'est-à-dire qu'on s'est dit mais c'est génial, il faut qu'on fasse. On avait plein d'idées, d'ateliers, de choses qu'on pourrait développer. Et on était à fond, on a beaucoup écrit, on a beaucoup dessiné, enfin, on a produit en fait beaucoup d'idées et on s'est dit on le fait. Et on était tellement boostés. À la base, on voulait en fait acheter des caissons déjà tout faits. Et donc on était même allé chez les fabricants et on trouvait que c'était les meilleurs sur le marché. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était un peu trop cher par rapport à notre budget. Et moi, comme je connais Alex et que c'est un super bricoleur qui est designer, je me suis dit mais pourquoi on ne le fabriquerait pas nous-mêmes? La petite phrase inconsciente de tout ce que ça représentait. Et je me souviens très bien, j'étais dans le métro quand je t'ai dit ça. Parce que pour moi, je me dis, on fera des économies si on peut le faire nous-mêmes, on va gagner des sous. Je pensais même pas qu'on pouvait le développer et le revendre après ou développer tout, le commercialiser. Je voulais juste fabriquer notre propre caisson, notre propre... à la base, c'était encore un caisson. On ne savait pas en fait que ça deviendrait toute une salle. Et du coup, Du coup, c'est lancé dans l'aventure. Et ça a duré, ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Et ça fait un peu plus d'1 an qu'on a commencé la fabrication, vraiment, qu'on a démarré l'imprimante 3D qui a imprimé notre première brique, qui a été la base du moule après, enfin tout ça. Mais vous y êtes pris à plusieurs reprises, vous avez... comment vous en êtes venu justement à développer la... Il y a eu 1 an de recherche de matériaux, de recherche au niveau du design pour Alex. L'étude, quoi. 1 an vraiment. Puis même de toute construction du business plan et tout ça. Donc, sur la viabilité qu'il y avait derrière. On a beaucoup changé ce qu'on imaginait au niveau de l'implantation de notre premier lieu. Et finalement, on est arrivé avec un espace intégré, donc dans une structure. Ici, c'est la paillasse, donc, mais ça pourrait être dans un autre lieu de travail, de coworking, etc. Donc là où le stress est présent sur le lieu de travail.
Donc vous vous êtes fait aider pour non seulement la conception de l'espace de flottaison, mais aussi par rapport au business plan. Vous êtes fait aider pour ces deux points-là. Ouais, parce qu'on a eu la chance justement d'être suivi par une boutique de gestion, avec un super conseiller qui nous a bien aiguillé sur toutes ces choses qu'on ne connaissait pas, parce que on n'est pas du tout... moi j'ai fait une formation d'entrepreneuriat à l'ESCP, mais c'était 4 mois et c'était juste de la découverte. Et du coup, oui, après on avait la chance d'être justement encore dans les études et du coup d'avoir l'appui de professeurs, tout ça, de mon école, tout ça, pour tout ce qui était développement de choses qu'on ne connaissait pas. Enfin, on a beaucoup dû apprendre en fait, parce que c'est un projet global qui a besoin de compétences globales, sauf qu'on n'était que 2 sur le projet. Donc, voilà. Et tu penses justement, est-ce que tu suggérerais aux personnes qui ont envie de se lancer, qui sont déjà dans un cadre professionnel ou cadre universitaire ou scolaire, de chercher l'appui de son entourage, de son environnement déjà pour pouvoir préparer son projet? Oui, moi je pense que le jour où on est allé vraiment rencontrer notre conseiller à la boutique de gestion, c'est peut-être pas grand chose, quelques heures comme ça dans l'année, mais en fait c'est un grand soutien. Ça nous permet vraiment de valider nos idées, d'avoir l'appui de quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté. Et en fait ça donne confiance en soi, ça donne confiance en son projet. Après je pense qu'il faut bien choisir les bonnes personnes, c'est-à-dire on peut parfois aussi, moi ça m'est arrivé d'aller dans un endroit où on faisait l'accompagnement de jeunes machin, et finalement la personne elle a fait du haussement de sourcils pour la présentation du projet, et puis elle m'a dit non mais vous rêvez là, non mais vous rêvez Donc moi ok, j'étais toute seule en plus là-bas, j'ai fait bon bah ok, ça m'avait un peu, je pense qu'il faut vraiment faire attention, trouver des personnes bienveillantes qui vont savoir bien relever les points sombres ou les points qui mériteraient d'être revus, recorrigés, mais quand même avec de la bienveillance, parce qu'on a vraiment besoin de confiance en soi, je pense, pour le démarrage. Ouais, c'est quelque chose que tu relèves et qui revient souvent. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver le bon interlocuteur, la personne qui va croire en ton projet, qui va te porter, qui va tirer ton projet vers le haut. Donc c'est quelque chose, effectivement... Après, je pense qu'il faut apprendre à prendre les messages positifs qui nous font du bien, et les choses un petit peu destructeurs, faut s'en vider, faut s'en libérer après, quoi. Mais au final, c'est important de parler de son projet à plein de gens, je pense. Oui. Et ça tu suggères à toutes les personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, voilà, je vais garder mon projet, je vais pas en parler, je vais le garder secret parce que j'ai pas envie que cette idée-là on me la pique. Qu'est-ce que tu as à dire Qu'est-ce que vous avez à dire justement? Je pense que peut-être tout dépend de la facilité de réalisation de l'idée, mais en l'occurrence notre idée elle était quand même longue et complexe à réaliser, on voit bien tout le temps que ça nous prend. Et c'est pas parce que tu prends une idée, j'y crois pas trop au truc de piquer les idées des autres, parce que on peut s'en influencer mais ce sera jamais pareil, et je pense qu'une idée c'est rien sans son porteur. Tu confirmes aussi? Ouais, c'est clair. Du coup, nous on n'a jamais hésité à en parler, c'était vraiment, c'est ça qui nous enrichit, et c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est justement d'en parler, rencontrer des gens, et c'est comme ça que tu te crées un réseau, c'est comme ça que tu rencontres plein de monde et que ton idée évolue aussi en fonction des retours, des points de vue. C'est la base pour moi. Le réseau c'est super important, c'est pour vous la base de l'entrepreneuriat? C'est une des bases fondamentales, parce que il faut des gens, il faut des utilisateurs, et il faut aller les chercher, il faut en parler autour de soi. On a tous un réseau, c'est bien, mais il faut l'agrandir, puisque que ce soit des acheteurs potentiels ou des utilisateurs potentiels, il faut que ça tourne, quoi. Donc il faut en parler et trouver les bonnes personnes. Moi je pense que le réseau c'est hyper important. Parce que quelle image vous faisiez de l'entrepreneuriat à la base, au début? Avant de commencer le projet déjà? Alors moi c'était un mot que j'avais jamais entendu en fait. Tout simplement à l'université, je crois que c'est un mot presque tabou, quoi. C'est moi qui l'ai entraîné là-dedans en fait, parce que j'ai toujours été intéressé par monter des grandes choses, et en fait c'est pour ça que je suis devenu designer, c'est que j'avais envie de fabriquer, d'inventer des choses, et pour avoir travaillé dans des gros groupes, je faisais des projets, ils étaient super intéressés. Il y avait de l'engouement autour, et sauf que quand je partais,
parce que j'étais pas fixe là où je travaillais, et ben le projet mourait. Et parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui porte l'idée, qui la pousse. Et du coup, j'étais frustré par tous ces projets sur lesquels j'ai travaillé, que j'ai passé du temps à aboutir et qui finalement ont jamais éclos. Donc, du coup, c'est pour ça, l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'à la fin de mes études, j'ai fait une formation dans une école de commerce pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça, c'était avant que tu aies l'idée, enfin, vous ayez l'idée de créer Messo? C'était avant, ouais. Ouais. C'était avant. Moi, j'avais d'autres projets au début. C'est un peu les mêmes sujets, les rébussites, tout ça. C'était plus autour de bracelets connectés. Mais finalement, c'est la rencontre avec Maïté qui a fait changer de voie. Le fait qu'elle soit passionnée par cette chose aussi qui était restée dans un coin. Et puis voilà. Parce que l'aventure à deux, c'est toujours aussi plus marrant. Parce que vous pensez que vous n'auriez pas vécu exactement la même vie entrepreneuriale si vous avez été chacun de votre côté? Moi, je pense que ça aurait été impossible pour moi. C'est parce qu'on est à deux que j'ai l'énergie de le faire. Ouais. Moi aussi, pour ce projet, je sais qu'il était dans ma tête, mais je ne pouvais pas le réaliser seul. J'avais besoin d'appui, c'est pour ça que j'étais parti sur des choses beaucoup plus petites au départ. Et je serais peut-être encore aujourd'hui entrepreneur, mais sur d'autres choses. Ouais. Et comment est-ce que vous avez fait pour rallier les gens à votre cause, pour séduire vos investisseurs, pour en parler à votre banquier? Ça a été quoi les réactions? Qu'est-ce que vous avez dit justement pour faire en sorte que les personnes comprennent votre projet et se rallient aussi à votre projet? Déjà, on n'a pas d'investisseurs. On est tout en fonds propres. Ouais. On a toujours été un peu indépendant là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été un choix bien... Ça a été... on a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi sur la question et en fait, si on doit aller voir des investisseurs, il faut quand même qu'on ait quelque chose à mettre sur la balance. Et du coup, plus on aboutit le projet et plus ça devient intéressant. Et puis je pense aussi qu'on est en couple et il y avait une espèce d'équilibre qui s'était fait dans la création et l'avancement du projet, qu'on aimait bien en fait. Au niveau de la communication, au niveau de comment on fait les choses, comment on s'organise. Et on aimait bien ça comme ça, et je pense qu'on avait peut-être un petit peu peur que ça bouleverse, voilà. On a envie de se former avec l'expérience pour pouvoir peut-être peser un peu plus sur la balance et avoir des profils peut-être un peu plus intéressants. Puis on voulait pas faire entrer d'investisseurs trop tôt, qui ne sachent pas quel était le projet, s'ils n'avaient jamais flotté, c'était... Il fallait qu'on ait un prototype, qu'on puisse leur faire vivre en fait, faire vivre l'expérience. Alors du coup, comment est-ce que vous y êtes pris pour... Vous avez utilisé le crowdfunding, si je me trompe pas, mais vous avez utilisé votre propre plateforme, c'est ça? Exactement, indépendant encore une fois. Ça nous a pris beaucoup plus de temps parce qu'il a fallu développer la plateforme. Et puis ça a été un risque, tout le monde nous disait ça va jamais marcher parce que la plateforme c'est elle qui vous communique, mais en fait pas du tout. C'est à chaque projet de communiquer. Il y a plein de projets qui se plantent sur les plateformes. Et du coup, on s'est dit, on va le faire sur notre site, comme ça on a une seule adresse à communiquer, meiso.fr. Et voilà, du coup, on maîtrisait aussi tous les paramètres et ça nous a permis vraiment de créer quelque chose sur la longueur parce qu'on était en plus en train de fabriquer le prototype, ça nous prenait beaucoup de temps. Donc on n'avait pas beaucoup de temps à investir sur la communication. Donc ça s'est un peu fait tout seul, en bouche-oreille. Et du coup, on a atteint 150 personnes qui ont participé au projet et 220 réservations. Du coup, et quasiment 150% de l'objectif, je crois. On a fait 10 500 alors que c'était l'objectif de 8 000. En combien de temps? Au fond longtemps. Je sais pas. Parce qu'on avait... 3-4 mois. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'on avait l'argent directement parce qu'on était en train de réaliser le projet. Il n'y a aucun risque qui ne se réalise pas. C'était au moment où on avait besoin, on avait épuisé on avait besoin d'acheter les matériaux. Et donc c'était vraiment l'argent pour l'aménagement. Donc ça tombait à pic. Parce que la banque derrière nous suivait, mais elle nous suivait. Là, les prêts sont débloqués là en ce moment. Du coup, ça prend trop tard. Bien sûr. Et pour vous, quelles seraient les deux choses qui vous permettraient d'atteindre le succès? Parce que vous m'avez dit que ce concept-là, en France, il avait déjà été tenté, entre guillemets.
mais bon, pour des raisons de mauvaise gestion, d'autres raisons que j'ai oubliées, qu'est-ce qui permettrait, selon vous, d'atteindre la réussite? Je pense qu'il y a vraiment une pédagogie autour de cet outil à faire, vraiment un accompagnement à proposer pour justement se différencier d'un accessoire de spa classique. C'est pas un accessoire de spa classique. C'est pas un outil pour retirer la cellulite ou ce genre de choses. Il y a vraiment un travail à faire de fond sur la vision du projet et sur l'accompagnement qui est vraiment beaucoup plus global, sur une santé globale. Et je pense que pour que ce facteur soit une réussite, il faut vraiment pouvoir personnaliser l'expérience. Et ça, c'est ce qu'on développe. Et puis faire un service irréprochable, vraiment un service de qualité. Là, on a la chance, on a une cabine, donc quand la personne elle vient, c'est du sur-mesure, quoi. On accueille, on discute avec elle, on choisit avec elle ce qu'elle préfère comme guidance sonore, quelle couleur elle veut. Puis il y a aussi vraiment cette envie d'innover, de ne pas s'arrêter là où on est arrivé, même si ça paraît impossible d'essayer de le faire. C'est aussi notre intérêt d'être à la paillasse, c'est qu'on a des chercheurs en neurosciences qui veulent travailler avec nous, donc on va créer des expériences avec eux, on va essayer d'observer, voilà, c'est notre idée, c'est d'être ouvert à la fois au public, au monde de la recherche et d'offrir cet outil à la recherche. Voilà, pour observer les états modifiés de conscience et créer des expériences. Donc au final, proposer un produit qui soit vraiment innovant, à la fois innovant, mais de qualité et à la fois aussi adapté. Quoi. C'est ça. Et je vais terminer cette interview parce que ça fait déjà 23 minutes. C'est tellement passionnant que je ne vois même pas le temps passer. Je vais terminer par une question un peu classique. C'est pour vous, quelle serait la chose la plus importante que vous avez apprise durant cette aventure et qui pourrait servir de conseil à ceux et celles qui n'osent pas se lancer? Moi, sans hésiter, c'est l'effort. J'ai toujours été quelqu'un qui allait vers la facilité. Dans mes études, j'ai toujours choisi ce qui m'intéressait et c'était toujours fluide, facile. Et là, de me confronter à des choses matérielles que je ne maîtrisais pas du tout, faire des coques en résine, faire de la menuiserie, le mastic, poncer, etc. Des choses vraiment éprouvantes physiquement, qui demandent un effort sur la durée. Et donc en apprenant qu'est-ce que c'était que l'effort, j'ai appris ce que c'était que la satisfaction. C'est-à-dire être satisfait de ce qu'on a fait à cause de l'effort. Et donc, un super apprentissage. Moi, ce serait tout ce qu'on ne connaît pas s'apprend. Parce que ça demande ça d'effort, vraiment de malaise, il faut insister, mais après c'est ça de bonheur derrière. Parce que avec des nouvelles aptitudes qu'on acquiert, c'est ça. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alexandre et Maïté Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir répondu à ces questions.